Et bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin Magloire Paluku de Kivoua, les médias qui émet à partir de Goma au Nord Kivu. Magloire, bonjour. Bonjour Robert, bonjour à tous. Également Marc Gardi Diana de l'FT Médias en ligne. Marc, bonjour. Bonjour Robert, bonjour aux confrères et bonjour aux téléspectateurs. Et Edmond Izouba d'opinion-1.CD, notre média en ligne. Edmond, bonjour. Bonjour Robert, merci de l'invitation. Et Nico Faïmbika des combattants.net, notre média en ligne. Nico, bon retour dans votre émission. Merci beaucoup, je salue aussi tout le monde. Et nous allons décrypter des thèmes ce matin, si nous aurons du temps. Dans un message à la nation hier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a levé partiellement l'état de siège décrété dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Donc la mise en œuvre des dispositifs transitoires graduels au terme duquel cette situation devra connaître sa fin. Ces dispositifs transitoires consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens, libre circulation des personnes et de leurs biens, fin du couvre-feu et la liberté de manifestation publique donc dans ces deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Et on pourra parler également de l'affaire Stani Boujakera. Vous savez, notre confrère est incarcéré au niveau de la prison centrale de Makala. L'affaire a été renvoyée au 20 octobre prochain. Edmond Izouba revient de la prison centrale de Makala, de Kinshasa. Alors, Magloire Paluku, je rappelle que vous êtes des Kivoua, mais vous avez couvert plusieurs guerres à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a requalifié hier l'état de siège décrété dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, après la table ronde qui était organisée hier, pilotée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Alors, quelle est votre analyse, quelle a été votre réaction après cette adresse du chef de l'État? Parce que pour certains élus, la majorité des élus du Nord Kivu et de l'Ituri souhaiteraient que l'état de siège puisse être élevé carrément. Bon, je considère que c'est une réaction politique, une décision politique du chef de l'État qui n'a rien à faire avec la table ronde passée, parce que la table ronde passée demandait qu'on arrête effectivement avec l'état de siège, mais le chef de l'État a été très bien conseillé par les hommes autour de lui en cette période de pré-campagne, et puis la campagne va venir. Alors, requalifier quoi? Les gens vivent dans notre pays comme si l'État est en parallèle. Je ne vois pas où était le couvre-feu avec tous les événements qui se passaient, puisqu'il y a état de siège là où il y a la guerre. Et c'est la guerre qui s'impose. Mais je ne vois pas dans les 3 mairies du Nord Kivu où le couvre-feu avait son sens. Goma, Beni, Butembo. Où le couvre-feu avait son sens. Alors, dans les ETD maintenant, dans les ETD, je ne vois pas où les FARDC jouent leur rôle. Et je dis FARDC, je ne dis pas groupes armés, jouent leur rôle. Mais dans l'adresse du chef de l'État, j'ai vu vraiment une très bonne préparation de la campagne, malheureusement, sans des territoires au Nord Kivu, sans le Massissi et le Rutshuru. Une partie est sous contrôle du M23. Oui, je reste sous ma soif pour savoir si le gouverneur civil rentreront quand pour faire la campagne aussi. Donc c'est une analyse personnelle que je fais, mais pour l'attente du chef de l'État qui a fait une décision hautement politique, avec des mots qui sont sociaux, quelque part, mais aussi la question qui reste maintenant à se poser, c'est quelle vitesse va suivre. Maintenant, il vient de requalifier. Qu'est-ce qui va suivre? L'équipe, la commission qui sera qui va suivre après, va aller à quelle période? Va aller à quelle période? Avec quelle échéance? Elle va rencontrer le phénomène Ouazalendo
en victoire contre les Oui, forces. oui, on va en parler quand même de Ouazalendo, qui se comporte bien sur le terrain, dans les Rutshuru, dans les Massissi, même Se Niragongo. comporter bien, ça veut dire quoi? Oui. Mais ici, on ne peut pas éloigner un élément de l'autre. Oui. Et vous savez, quand le chef de l'État parle, il ne parle pas pour le plaisir. Hein. Il a une vision, des cibles politiques, des cibles économiques, des cibles culturelles, des cibles militaires qui sont envisagées dans ce message d'hier. Alors, Magloire Paloukou, dans 30 secondes, concrètement, comment cela va se passer, donc, la levée progressive de l'état de siège? Concrètement. Vous aviez évoqué le problème. Est-ce que le gouverneur rentre aussi? Mais c'est comme si, pour l'instant, ce sont les animateurs des entités territoriales décentralisées et déconcentrées, sécurisées et sous contrôle des FARDC. C'est pour ça que je vous dis que c'est une mesure électoraliste, qui est dans la pré-campagne et durant la campagne. Parce que il faut, effectivement, là où d'aventure les entités sont surveillées par les FARDC, il faut préparer la campagne. Or, il y a des territoires qui ne sont pas concernés dans le jour. Peut-être qu'ils seront libérés par Ouazalendo dans les jours qui suivent. En Ituri, oui, c'est la même chose. Oui. Ça veut dire les ETD vont permettre qu'il y ait quand même campagne électorale et que les gens aillent voter. Oui. Voilà, c'est tout. Merci. Edmond Izouba, vous avez fait plusieurs fois l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a requalifié depuis hier l'état de siège. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je pense que c'est la suite d'abord de la table ronde que nous avons enregistrée à Kinshasa ici, où il y avait une demande pressante de la levée de l'état de siège. Certainement, le président de la République aurait eu, dont je ne confirme pas, aurait eu des conclusions contraires, c'est-à-dire contraires des conclusions de la table ronde, et il a préféré, lui, couper la poire en deux. C'est-à-dire, de l'autre côté, oui, le juste milieu. Le pro-levé et puis le pro... Donc, ce qui est là, ouais, il s'agit là, parce que M. Paloukou a balisé un peu, il s'agit là de baliser les terrains pour la campagne électorale, parce que ce n'est pas toute la province qui est concernée par la non-organisation des élections. Donc il faut faciliter que dans le coin qui va recevoir, par exemple, les outils, les kits électoraux, que ça se passe en toute tranquillité et dans la citoyenneté. Parce que n'oublions pas que les élections est une opération citoyenne. Donc il faudrait démilitariser certains coins pour faciliter les opérations citoyennes. Alors maintenant, ce qui reste à faire... Est-ce que ça ne pas sacrifier les Rutshuru et le Massissi? Oui, bah, sinon, nous, on a demandé à ce qu'il y ait des élections dans ce coin de la République. Les réalités ont dit le contraire. Les réalités nous ont dit le contraire. Et je pense que dans la tête du président de la République, cette situation ne doit plus perdurer. Donc il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place pour pallier à ces problèmes. Mais aussi, comme il y a une commission qui sera là, la commission est là et placée, c'est justement pour examiner cas par cas. Parce qu'au moment où nous parlons, dans certaines zones, par exemple dans le colline des Massissi, des zones ont été libérées. Alors, il faut voir maintenant comment renforcer, mais les Ouazalendo qui demandent toujours le soutien du gouvernement. Attendez, il faut voir maintenant comment placer l'administration, placer les militaires, placer et tout pour que tout redevienne à la normale. Parce que là, dans la décision du chef, on parle des entités territoriales décentralisées. Et déconcentrées. Hein. Et déconcentrées, oui, imaginez. Oui. Donc on va... sécuriser et contrôler par les FARDC. Voilà. Donc on va un peu mais les gouverneurs et les militaires restent à la fin. Oui, mais justement, naturellement, le gouverneur ne pouvait pas partir. Mais là où c'est déconcentré, là où c'est décentralisé, il faudrait quand même qu'il y ait la présence de tous les services donc des bourgmestres de maire civile, désormais. Tout à fait. Et au-delà de ça... Et des administrateurs, je pense, parce qu'il y a un problème maintenant. Quand est-ce que les civils vont regagner le gouvernorat? Parce qu'on est en train de partir aux élections. Les civils, là, sont des gouverneurs. Il y en a d'autres, les députés provinciaux. Il y a toute une assemblée provinciale. Il y en a deux, d'ailleurs, pour les deux provinces. Le chef de l'État dit qu'on puisse payer les arriérés tout à fait. Donc, c'est-à-dire, nous sommes... Et de ministres provinciaux. Oui, c'est-à-dire, nous sommes dans une phase réparatoire.
et voir comment est-ce que ces députés seront réinstallés. Mais est-ce que l'Assemblée va cette phase continuera jusqu'aux élections? Moi, je ne pense pas. Et je pense que avant d'arriver pendant la période de la campagne électorale, ces députés provinciaux, ces gouverneurs doivent être rétablis pour réorganiser. Sinon, si ils ne sont pas rétablis, leur chambre tombe caduque et leur fonction également. Parce que nous irons dans un autre cycle et le cycle va changer. Or, quand déjà nous nous trouvons face à une assemblée provinciale qui n'existe pas, les nouveaux députés qui seront votés et tout ça, comment ils vont regagner l'hémicycle? Donc il faut préparer ça, il faut quand même harmoniser, habiller cet état de siège à la Constitution. Retournons-nous dans l'ordre constitutionnel et puis par la suite, on peut prendre d'autres mesures. Donc j'estime que la solution est salvatrice, la décision du président de la République tombe à point nommé. Mais députés, vous les avez écoutés sur les médias de l'Itourie, même que vous, qui se disent être déçus. Déçus de quoi? Parce que pour eux, le chef de l'État devrait lever carrément l'état des sièges, oui, comme la majorité lui avait demandé pendant la table ronde. Oui. Il y a eu deux rapports. Oui. Il y a eu la table ronde qui associe les militaires qui dirigent la province, mais ne vous en faites pas, il y a aussi un rapport militaire. Le président de la République, il regarde le tout, il ne regarde pas une seule option. Il dit, voilà, ils ont réfléchi, ils ont avancé des arguments, mais de l'autre côté, il y a un sérieux problème. N'oubliez pas, il y a aujourd'hui, il y a un problème humanitaire qui se pose. Il y a un problème de sécurité des personnes civiles et de leurs biens. Mais Edmond Izouba, alors, oui, quand on prend seulement le plaisir de lever l'état de siège, pendant que les options pour lesquelles l'état de siège a été mis en place, parce que pour les bilans demeure, le président de la République. Le bilan est négatif parce que oui, mais peu importe l'état de siège, je ne vais pas dire que l'armée va croiser le bras. Peu importe le bilan. Elle va continuer à. J'ai dit peu importe le bilan. À assumer sa mission régalienne. Aujourd'hui, peu importe le bilan, oui, on maîtrise, on en tient en haleine certaines zones. Vous n'allez pas me dire que voilà, les M23 sont arrivés jusqu'à récupérer la ville de Goma. Ça dit quelques endroits, quelques poches, quand même, certaines zones sont sécurisées aujourd'hui par l'armée. Et les recettes ont été maximisées. Bon, est-ce que l'objectif primaire de l'état de siège était de maximiser les recettes? Je ne pense pas. Si ça pouvait en découler, ça allait être une bonne chose. Mais moi, j'ai dit que l'option de lever, nous tendons déjà vers là, il y aura vraiment la levée générale, mais dans un premier temps, c'est quand même logique que dans des zones qui ne souffrent pas d'insécurité, que les gens vivent normalement, que les actions citoyennes, les opérations... Que la campagne électorale... Voilà, commence parce que les gens ont postulé, aussi avaient des problèmes. Les gens ont postulé, ils n'ont pas besoin à tout le temps de voir les militaires en train de les diriger. Donc, et surtout, il y a des élections municipales. Oui, et du moins, Zouba, achutons rapidement. Non, ça veut dire que effectivement, il faut baliser les chemins et que les endroits qui ne sont pas en proie à l'insécurité puissent connaître des opérations citoyennes. Et après ces opérations, parce que vous savez, les élections, c'est jusqu'au municipal, les élections, c'est jusqu'au niveau communal. Donc il faut permettre à ce que le changement puisse s'effectuer là-bas et qu'après. Mais je suis rassuré, convaincu qu'avant la campagne électorale, tous les dispositifs militaires placés au niveau de l'administration seront changés par le président de la République. Merci Edmond Izouba. Alors, Magadi Diana, de l'FTE, peut-on dire que le chef de l'État a été attentif aux doléances de la population, des élus du Nord Kivu, même de l'Itourie, lors de la dernière table ronde tenue à Kinshasa? La population, même la grande partie des élus, demandaient la levée purement et simple de cette mesure exceptionnelle. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État parlent d'une période transitoire. Merci pour la question. Je crois que dans la sémantique, le mot transitoire est bien choisi, du fait que, c'est vrai, après la table ronde, la plupart, ou encore pour certains, pour la majorité, c'était qu'il fallait lever définitivement cet état de siège. D'autres estimaient qu'il fallait plutôt le maintenir et puis voir dans les dispositions pratiques qu'est-ce qu'il fallait alléger, qu'est-ce qu'il fallait rectifier. Je crois que j'étais de ce point de vue-là, dans la mesure où, vous savez, quand on a pris l'élan d'aller vers l'état de siège, pendant maintenant, je crois, un temps quelque peu plus d'une année, même la cartographie sécuritaire change. C'est-à-dire que
l'État congolais ne peut pas décider de rompre brutalement avec les dispositions militaires mises en place dans le contexte de l'état de siège sans qu'il y ait une phase transitoire. Pour moi, ce n'est pas concevable. C'est vrai que si on veut aller, on va arriver dans la dimension politique, mais sur l'approche sécuritaire, après, je peux qualifier des plus longs états de siège que j'ai connus sur l'ensemble du continent. Maintenant, il faut aller mollo, parce que ça ne sert à rien. Mais avec quel bilan vous dites le plus long? Positif, négatif ou mitigé, selon vous? Le bilan, pour moi, à la limite, je peux prendre mitigé. Pourquoi? Parce que sur le plan, sur l'approche militaire, sur terrain, il y a encore quelques éléments, quelques couacs qui pendent encore sur le gouvernement. Mais dans le fond, j'ai l'habitude de le dire, c'est que ce contexte d'état de siège, si il n'a pas apporté des résultats escomptés sur l'approche militaire et sur terrain, dans l'approche stratégique, nous a permis de voir un peu plus clair. Cette guerre-là a évolué nettement. Autrefois, une guerre asymétrique où on nous limitait avec le mouvement, les différents groupes armés en interne, malgré les différents rapports des Nations Unies et autres partenaires traditionnels. Mais aujourd'hui, il est vrai que dans le rapport, dans cette forme de protagonisme, on sait directement comment faire, vers où aller, qui généralement alimente ces groupes armés et finalement ces gens-là ont fini par se remettre en question eux-mêmes. Aujourd'hui, vous voyez le Rwanda qui avait l'habitude d'utiliser souvent l'approche soft power dans la question de la RDC, nous renvoyant forcément à une guerre congolo-congolaise. Aujourd'hui, le Rwanda n'a plus peur de pouvoir assumer sa responsabilité dans la question de l'Est. Et ça, à mon avis, dans l'approche stratégique, cet état des sièges qui a un peu apporté une sorte de contrainte sur les approches économiques, a mis les États hors d'eux et qui ont fini par, sans le vouloir, accepter une certaine complicité dans la question de l'Est. Mais sur le plan militaire, il faut dire que beaucoup reste à faire et je crois que c'est là où la plupart des Congolais se reposent. Et c'est logique parce qu'une guerre, c'est d'abord avant tout la dynamique de pouvoir apporter une paix. Maintenant, quand tu as l'approche politique, c'est logique, on arrive à l'approche des échéances électorales. Constitutionnellement, il y a des populations dans certains coins de ZTD qui ont le droit de pouvoir aller voter. Il ne faudra pas restreindre leur liberté, sinon on risque de... Mais Rutshuru, c'est sacrifié. Je crois qu'à ces niveaux-là, la réponse du chef de l'État est claire. De manière indirecte, il répond justement à cet imbroglio qui régnait sur allons-nous aller aux élections avec ou sans les zones occupées. Je crois que ce qu'il a fait... Pourquoi ne pas appuyer les Ouazalendo? Ce qu'il a fait est une réponse. Les groupes d'autodéfense qui se comportent bien sur le terrain, qui récupèrent certaines agglomérations stratégiques et sous contrôle du M23 RDF. Vous savez, dans la notion de l'État, il y a des principes qui ne peuvent pas être dérogés. Quand vous parlez de Ouazalendo, on sait que c'est un mouvement de résistance de compatriotes qui, à la base, font l'autodéfense de leur communauté. Si eux sont dans la dimension du terroir, l'État congolais a toujours été dans la dimension territoriale. Ça veut dire que l'État ne peut pas rentrer dans les considérations du terroir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, légalement, seul l'État a le monopole de la violence. Les Ouazalendo le font, c'est ce que moi j'appelle l'énergie du désespoir. Quand on vit une situation de guerre pendant 2 décennies, finalement, le Congolais finisse par prendre le lent et faire ce qu'il faut faire. Ce que Santsou a qualifié de l'énergie du désespoir. Tant mieux. Mais l'État congolais ne peut pas se complaire de voir 2 civils, du reste, des mouvements d'autodéfense. Je ne sais pas si on peut parler de la notion de constituer légalement. Il n'y a pas de légalité quand quelqu'un usurpe le droit et l'autorité de l'État et exerce la violence sans les quitus de l'État. Comment eux viennent mettre mal? Il y a la notion des réservistes. Laisse-moi aller. Vous allez continuer, donnez-moi 30 secondes. Comment je dois achever une idée pour pouvoir y aller. Allez-y. Donc j'étais en train de dire ceci, quand quelqu'un usurpe les prérogatives de l'État pour pouvoir en user, l'État ne doit pas se plaire de dire que non, écoute, là où moi je ne peux pas faire, moi qui est le mieux outillé, le mieux armé, et laisser un groupe de civils, un mouvement de résistance, faire le travail à sa place. C'est de l'irresponsabilité de l'État. Mais l'essentiel est d'abord de récupérer les territoires sous occupation. Est-ce qu'on se comprend? Oui, allez-y. Je suis dans le principe. Ça peut ne pas vous plaire, je suis dans le principe. Bien sûr. Et les principes sont de principes. Et la population, c'est le principe ou le résultat Je vous ai parlé sur ici, terrain, selon vous? Je vous ai parlé de la réalité. population de l'Est a besoin de principes ou bien de résultats sur Je terrain? vous ai parlé. Oui. Cette émission est pédagogique. Bien sûr, allez-y. Alors, Oui, allez-y. pourquoi vous refusez la pédagogie, vous voulez les sensationnels? Non, allez-y. On va Vous arriver avez dans la les parole. sensationnels. Laissez-moi finir. Oui, allez-y. Si j'ai le Oui, temps. oui. Donc, dans le principe, les choses sont telles quelles. Maintenant, quand vous parlez de la population, je vous ai dit ici, parce que vous ne voulez pas m'écouter, que quand on vit une situation pendant plus de 2 décennies, des guerres,
à répétition. Quand on n'a même plus un cadre de vie propice, vous n'allez pas demander à la population de regarder naïvement. Aujourd'hui, la plupart des gens trouvent dans la source de la multiplicité de mouvements d'autodéfense. La source logique, la plupart de ces mouvements sont nés. Il ne faut pas oublier les discours de Mouzé Laurent-Désiré Kabila de, je crois, 97 ou 98, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ces phénomènes existent. Ça veut dire que le problème reste en tant que tel, depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas ici contre ce que les amis font. Nous, on est civils, on a applaudi, on salue ce qu'ils font. Mais on est dans la dimension étatique. Vous m'avez parlé de principe. Pourquoi l'État ne fait pas? L'État ne peut pas, parce que l'État fonctionne sur base de principes, l'État ne peut pas s'associer et prendre le devant dans des initiatives sans rester dans le principe étatique. Normalement, c'est le travail de l'État. L'État ne peut pas se pleurer du fait que lui, en tant qu'entité, de manière générale, ne sait pas agir, et les civils font le job à sa place, et l'État va venir se greffer et en tirer profit. Là, vous l'avez déjà dit. Alors, donc, il y a quelque chose à ajouter dans ce qu'il a dit. C'est la question de savoir pourquoi l'État laisse faire. Il faut plutôt poser cette question au lieu de dire pourquoi l'État ne le fait pas. Parce que les patriotes qui font de la résistance, en quelque sorte, mais qui sont bloqués par la force en quelque sorte, ils ont l'appui de l'État tant que l'État ne les dérange pas. Et deuxième chose, Edmond, vous prenez une tangente. Non, c'est pas la première fois. Je crois que j'étais dans mon temps. Oui, justement. Laissez-moi lancer. Edmond va chuter. Non, vous êtes protégé, oui. S'il vous plaît. Oui. Edmond, la tangente est très dangereuse. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas arriver sur ces plateaux et nous sommes dans le domaine militaire. Hein. Si, on est dans le domaine militaire. Oui. Affirmer haut et fort ici l'appui de l'armée, tant que l'armée elle-même. Non, je dis la protection. Quand vous parlez de protection, je ne sais pas. La question posée n'était pas au niveau de la protection. C'était pourquoi l'État ne s'associe pas au Wazalendo. C'était ça la question. C'était ça la question d'Obed. Pourquoi l'État ne s'associe pas dans ces dynamiques? Je vous ai évoqué le principe que l'État ne peut pas s'associer comme ça, in îlot, avec des civils comme ça pour aller amener une guerre. D'autant plus que c'est une question posée. Alors, je voulais éclaircir parce que ça serait dangereux de dire ici que il y a l'État la plus parce que déjà c'est pas la première fois. C'est très dangereux. Depuis que cette guerre a commencé, l'État est toujours du côté de C'est très dangereux. Oui, il y a le Wazalendo qui soit applaudi sur le terrain par la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Du coup, vous avez suivi la réaction des États-Unis via son ambassade à la République démocratique du Congo, qui dit pour en finir et pour imposer la paix à la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'aspect militaire, plutôt l'aspect politique et diplomatique. Obed, je crois qu'à un certain moment, sur la question de l'Est, quand on vient, on y en parle souvent, il faut qu'on fasse évoluer un peu la mentalité. Cette question, on l'a déjà dit depuis plusieurs fois. Vous voulez que je me répète, je vais me répéter. Quand un secrétaire général des Nations Unies se permet du haut de sa tribune affirmer que le M23 est mieux outillé que l'armée congolaise, mieux que la MONUSCO, la plus grande contingente de cette organisation mondiale sur le sol congolais, nous connaissons tous la dynamique. C'est une approche communicationnelle. C'est pour nous dissuader de pouvoir prendre la dimension militaire. Ça, on le sait. Je vous donne un autre exemple. Le 2013, quand on arrive au bout de M23, de nos propres efforts, où est-ce que nous en étions? On nous a contraints à aller négocier avec ce mouvement-là, à Kampala. Non, en gros, je t'ai toujours dit, c'est pas de la volonté de la RDC. Cette question de l'ex, au-delà de son caractère complexe, c'est une question où la plupart des gens, le prisme congolais, nous sommes le seul à voir les choses de cette manière-là. Si ça ne dépendait que du monde, c'est que le Congo doit rester dans... Je parle encore une fois de cette paix factice. Aujourd'hui, dans la composition de ces gouvernements, dans les services, si on veut la paix des compromis comme on le faisait avant, crois-moi, pour des raisons politiques, ça peut arriver. On sait quelle porte toquer, qu'est-ce qu'il faut céder à qui que ce soit pour avoir un semblant d'accalmie. On sait quel compromis faire. Mais la question, c'est qu'avons-nous besoin d'une paix juste pour une paix ou faut en finir définitivement? Je voulais compléter. Non, juste pour compléter. Parce que dans la stratégie des guerres, stratégie militaire, il y a les dits et les non-dits. Il y a des accords officiels et des accords officieux. Et tout n'est pas à déballer sur un plateau. Mais justement, attendez. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur un plateau. Vous n'aurez pas de réagir. C'est ça justement. C'est-à-dire, il y a l'État officiellement qui ne combat pas, qui observe un cessez-le-feu. Mais il y a l'État qui tolère qu'il y ait un combat quelque part avec une progression, aussi foudroyante que nous remarquons. Oui, mais justement,
C'est pour t'aider à comprendre. Parce non, que je comprends vous très bien. devrez- oui, mais J'ai oui. la maîtrise de la question de l'Est. Justement, Vous tombez dans parce ce que vous que- dites. oui, bah, il y a des justement, stratégies non officielles qu'on ne oui, peut pas dire. oui, mais Et vous vous ne tombez pouvez dans ce que pas. vous Alors, dites. vous ne pouvez pas aussi. Vous ne pouvez pas dire ce que vous Non, ne pouvez pas dire. Moi, j'ai dit, c'est Monsieur le caractère pédagogique, c'est moi qui ai la parole. L'État est irresponsable face à cette situation parce que ce sont des civils qui combattent pas du tout. Vous ne connaissez pas la responsabilité de l'État dans l'implication avec Quelle est laquelle cette cette responsabilité? Merci. merci. Oui, allez-y répondre, Ok, allez-y répondre. ok, vous aurez- Quand vous dites, quand Ne vous aurez dites le pas temps, des choses que vous mais ne pouvez pas dans dire le réellement. monde mais attends, Les il y a débats- des les débats fausses ne obscures parlent que aujourd'hui de- qui sont Merci. devenues Justement, assez merci. visibles, Nico Faye, comme le Nico, Verdun. oui, Donc vous Nico, voyez, Nico Faye. donc tout ça, Nico ça Faye, engrangeait Nico dans Faye. des stratégies militaires. Il ne Nico, faut pas... On se Nico, mettra d'accord qu'il faut dire ce qu'on ouais, peut dire. bah, Nico Faye Ndikaï, vous êtes du média en ligne, combattant point net. Quelle est votre opinion après l'annonce faite hier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est adressé hier à la nation en réqualifiant l'état de siège? On ne peut pas s'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir Mais on qu'il ne parle reste, pas élection maintenant. il reste 67 jours pour la tenue des élections, 102 jours pour la fin Les du dirigeants n'ont mandat, pas oublié Nico et Faye Ndikaï. 135 jours depuis que notre compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été arrêté de la manière que nous connaissons. Une affaire fixée par le ministère public, mais lui-même qui commence à solliciter des remises aujourd'hui. Si ce dossier était traité avec célérité, il serait déjà fixé sur Nico, son. rapidement, Malheureusement, pour il ne est pas gravement perdre ceux-là malade. qui nous suivent, oui. En dépit de toutes les sollicitations de mise en liberté provisoire, on ne peut pas, mais il y a une vie qui est menacée parce qu'il y a une volonté politique qui ne veut pas assez que la personne soit en liberté. Nico, Salomo pouvez-vous Kalonda répondre à ma question, l'hôpital. s'il vous plaît? Je vais vous Mais répondre. vous ne faites pas des tableaux pour Jacquer? Je vais insérer. Oui, il y a une place ici, vous allez me rappeler. Alors, je vais le faire. Vous allez insérer. ouais. Ce n'est pas encore entré. Ce n'est dans pas les encore tableaux. inséré. 523 jours depuis que notre Bounangana est parti et 44 jours qu'il y a eu massacre de Goma. Je fais les marches. J'ai organisé les marches. Je n'ai jamais vu un tel carnage. Les responsables répondront un jour. Ah, pouvez-vous répondre à ma question? Oui, ce Quel est régime, votre... ce régime, comme je l'ai toujours dit, écologie sabababa. Lorsqu'on gère la République par les humains, ça c'est la constitution passée au référendum. Ça ce n'est pas le manifeste de l'enseignant. Article 85. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après consultation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144-145 de la Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités pratiques de l'état de siège ou d'état de siège sont déterminées par la loi. Il existe déjà une loi par rapport à cela. Et d'où vient ce vocable de réqualification? Mais les réalités du terrain. Je dis, d'où vient ce vocable? Les vocable. réalités du terrain. Vous savez, l'État, on ne gère pas l'État comme ça. Soit vous êtes dans l'État moderne, ou soit vous êtes dans l'État médiéval, à la limite même antique. Tous les actes que les dirigeants doivent être conformes à la Constitution, malheureusement, je parle Constitution au Mobutu, c'est leurs affaires. Mais où Qui n'avait est-ce que jamais la Constitution a été violée? Réqualification, d'où ça vient? Où est-ce qu'on tire cela? C'est une période Oh, le transitoire. Mobutu, c'était leurs enfants. Ça vient d'où? C'est pas possible. Soit c'est le maintien, soit il n'y a pas de demi-mesure. Vous voulez réinventer là-haut? Tous les actes que vous posez là, vous les posez en vertu de quelles dispositions? La République des humains. Mais là, c'est les humains qui régent la République. J'entends un discours ici. Non, Ouazelondo. Mais finalement, dans tout ce que vous dites là, où est la place de l'État? Mais l'État était en train d'observer le cessez-le-feu. Observer. Ce n'est pas L'agressé l'État qui voyou. observe. Oui. Si ce n'est que ça, c'est un langage des faibles. La RDC Tu as vu respectueuse de ses engagements au niveau Vous savez, moi international. je suis en diplomatie comparée et en politique extérieure comparée. Oui. Lorsque Hamas a attaqué Israël, vous voyez les degrés de riposte? Là, on connaît les observations. Où est-ce que vous avez pris cette diplomatie-là que nous observons? Mais la comparaison n'est pas raison, vous le savez. Finalement, hein, les pertes en vies humaines israéliennes
sont-elles différentes des pertes en vie humaine et congolaises? La vie humaine est sacrée. Mais pourquoi il y a eu massacre à Goma 44 jours? Parce que la situation de Goma de 44 jours est-elle comparable à la situation que mon peuple de Rutshuru, de Nyiragongo et de Masisi sont en train de vivre, sans parler de l'Uturi? Est-ce que vous savez ce qui se passe à l'Uturi? Vous parlez de moins en moins. L'UNA commande. Ce qui se passe là, où est l'État? Là, vous observez encore. La mutualisation de forces UPDF et FARDC. Est-ce que vous avez entendu ça en train d'écouter que nos communautés internationales ont eu accord? Pourquoi l'Israël n'est pas aussi utilisé ce même langage-là? L'État n'a que 2 missions dans le monde. Sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général. À part Omnibale Wana, lorsque l'ordre public est troublé, l'ordre public ne connaît pas de procédure. Et qu'est-ce que vous préconisez? La force, comme ça le fait en Palestine. Mais il y a plus de 40 000 hommes qui seront déployés, vous le savez. Qui seront déployés? Les futurologues, mandat Yango et 67 jours. Vous êtes toujours dans les futurs. Vous êtes toujours. Il faut être Kadimanton que non Kadimaminou. C'est-à-dire, il ne faut pas être de grands diseurs, il faut être de grands faiseurs. Mais la guerre n'est pas un match de football, vous le savez. Vous avez dit, vous allez. Mais entre-temps, vous faites quoi? Vous observez les cessez-le-feu. Entre-temps, les Ouazalendo, inquiète-moi le M23. La ville de Goma est toujours protégée, vous le savez. Elle est protégée en quoi? Mais elle est protégée. Le M23, est-ce que lorsque les Ouazalendo, je ne sais pas si sont venus ou pas, d'ailleurs, je les encourage parce que, néanmoins, ce qu'on n'avait jamais vu, au moins les Ouazalendo inquiètent le M23. C'est que Kinshasa n'a jamais fait. Les Ouazalendo inquiètent. Mais Kinshasa, c'est quoi? Nous observons les accords, Nairobi. Mais vous voulez pousser l'État de faire quoi? Écoutez, il ne m'appartient même pas de pousser. Si on avait l'État, lui-même devrait agir sans que je le pousse. Merci, en chutant rapidement, en chutant. État défaillant. État... Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on disait la Mésopotamie... En chutant, Nico Faye. On parlait des empires fainéants. Le Congo fainéant, amorphe, complice même, aux vies. Parce que la complicité se traduit par les actes. Qu'est-ce qu'on entend par abstention coupable? C'est ça qu'on assiste aujourd'hui. Comment il y a que le 23 qui prend l'initiative? Au moins aujourd'hui, les Congolais ne reposent plus l'espoir dans l'État, commencent à reposer l'espoir dans les Ouazalendo. Et vous allez vous dire que nous sommes État. Encore vous êtes État. L'État, c'est le monopole de contraintes physiques sur un territoire donné. Faute par vous de le faire, vous cessez d'être État, ou nous devenons État, non-État. Vous savez pourquoi on a doté... Vous savez pourquoi on a doté à l'État les instruments de dissuasion qui sont la police, l'armée, les services de renseignement? C'est pour que l'État devienne fort. L'État arrive à briser les résistances. Dès lors que l'État cesse de briser les résistances, on tombe dans quoi? Dans la jungle. Le plus fort, c'est pour cela aujourd'hui, Wilingo, le M23, qui avait été neutralisé en 2013, refait surface par la voie arrogance. Mais quand Ouazalendo sort quand même, on sent que le M23... Il commence à pleurnicher, Willy. Vous ne pouvez pas vous contenter des actes posés par les Ouazalendo. Ça vous discrédite davantage. Vous, c'est qui, selon vous? Apparemment, vous commencez maintenant à vous rabattre du côté de Ouazalendo. Oh, les mêmes Ouazalendo, à Goma, vous les avez massacrés. Alors, Nico Fahindikaye, on doit continuer. Alors, Magloire, par le coup, quelle pourrait être la collaboration maintenant civilo-militaire dans les entités territoriales décentralisées, déconcentrées, occupées, et puis sécurisées et contrôlé par les FARDC, là où il y aura retour des autorités civiles. J'ai servi au programme Amani et au programme Starek. Il faut faire la différence entre la collaboration militaro-civile. Il n'existe pas. Les militaires protègent les frontières du pays, on ne les voit pas.
la collaboration doit être de la police et la civile, et la société civile, pas les civils. Dans certaines sociétés un peu de l'Est, hein, il y a un tout petit peu ce qu'on appelait la sécurité par la base, comme ce que les Tchembetchènes avec le voilà, la sécurité, de proximité. Avec les Yumbakumi, hein, les 10 maisons, même les 3 maisons, ainsi de suite, les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les chefs de village, qui remontent l'information où il y a chacun. Je dis ceci, nous devons, en cette période où on vient de requalifier le service, enfin l'état de siège, il faut réinstaller à la base l'organisation. Ça veut dire chaque 2 ou 3 maisons a un chef qui a la sécurité, le social, les informations et même la défense. Et chaque 10 maisons, chaque avenue, chaque quartier, on contrôle. Vous savez, Laurent Désiré Kabila disait, le peuple doit choisir entre la guerre ou alors se soumettre et être esclave des agresseurs. Nous devons utiliser toutes les armes possibles, psychologiques, psychosomatiques, physiques, métaphysiques aussi. Hein. Métaphysiques aussi pour y arriver. Alors, donc, on doit mettre la contribution de chef coutumier, c'est la 3e fois que j'insiste. S'il te plaît. Non, je place moi par rapport à ce que vous avez dit. Contrairement aux gens qui parlent ici, pourquoi le RCD n'a pas su prendre la vie de Mbuji-Mayi? Voilà. Pourquoi le RCD avait déjà pris Lubango et les autres? Mais il y a eu des pratiques fétichistes qui ont été... Cabinda aussi. Mais qu'est-ce qui manque à l'État de ne pas le faire aujourd'hui? Vous qui avez couvert la guerre à l'époque. À Cabinda, le roi Lumpungu, que je salue, mais c'est son fils qui est maintenant au pouvoir, le roi Lumpungu II avait mis une limite à partir du collège de Tunta, avant d'arriver à Cabinda, vous ne pouviez pas passer. Le musée Kabila nous a envoyé même, moi j'étais là au collège pour installer la radio. Et aujourd'hui, il faut faire la différence, s'il vous plaît, c'est la 3e fois que je le dis, entre Ouazalendo et Maï Maï. Janvier Kalaïli, qui protège le Massissi depuis plusieurs années, il n'est pas Ouazalendo. La Fontaine. Des groupes d'autodéfense. Oui, ils sont des Maï Maï. La Fontaine n'est pas Ouazalendo. Hein? Tcheka, je ne sais pas, Guidon, ne sont pas des Ouazalendo. Il faut faire cette différence. Les Ouazalendo qui sont, vous le savez très bien, une partie de ce qui devrait être, quel est le terme à utiliser, les réservistes, ont peut-être un autre comportement sur le terrain. Et aujourd'hui, faire cette différence... Quelle chance que vous donnez à ces groupes d'autodéfense sur le terrain? Vous qui maîtrisez la D'abord, une fois que le qualifier groupe d'autodéfense, ce ne sont pas des Maï Maï. Non, les Ouazam ne sont pas de Maï Maï, bien sûr. Non, les Ouazam sont créés il y a quelques mois ici. Quelle chance les Maï Maï datent du 19e siècle. Moulélé, notre ancien ministre de l'enseignement qui était intellectuel a créé aussi ces Moulélé Maï. Dans les années 70, les Moulélé sont arrivés. Allez, au niveau, dans les années 80, à Beni, sur le Rwenzori, nous avons aussi des généraux qui sont des axes, des anciens résistants. La chance que je leur donne, c'est que je leur accorde d'ailleurs, c'est de s'organiser à la base. Je vais reprendre les mots de Mzee Kabila, là où il y a le M23, hein, qui veulent d'empoisonner même l'eau. Et fin de citation, ce n'est pas ma formule, c'est la formule de Mzee Kabila. D'empoisonner même l'eau, d'utiliser des flèches à poison, de tuer absolument qui veut déstabiliser notre pays. J'exagère, je sais que ces phrases ont coûté très cher au niveau international, certains de nos anciens ministres. Mais nous sommes arrivés à une période où le chef de l'État lance la pré-campagne, la campagne en jouant sur l'état du siège. Je m'appuie un tout petit peu sur le sort des gouverneurs Carly Kassivita. J'ai vu un député du Nord Kivu qui disait « Goma est en sécurité, nous rentrons au Parlement ». Il faut qu'il se réorganise absolument pour empêcher que le M23 ressuscite. Le silence du M23, c'est le silence de la mer en silence. Vous tombez dans le gouffre quand vous ne sentez pas l'eau couler.
le Rwanda est en train de fabriquer ses propres Wazalendo au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo. Attention, il faut être prudent. Merci Magloire Palkou. Edmond Yezouba, est-ce qu'on peut avoir une crise qui pourrait exister entre les civils et les militaires, parce que ce serait un pays hybride, hein, militaire et puis civil? Bon, c'est vous qui pensez comme ça, parce que il faut comprendre, parce que tout à l'heure je suivais cher aîné Magloire, il a expliqué que l'origine même de Wazalendo, parce que en principe, les Wazalendo ont été récupérés comme des réservistes de notre armée actuellement. Alors pourquoi, malgré qu'il y a une sorte de coalition de forces de résistance, on continue de parler toujours de Wazalendo? C'est-à-dire, quelque part, on veut légaliser en fait cette opération. Et puis, je dois rappeler qu'avant qu'il y ait ces mouvements, il y avait une loi, je crois dans la session dernière, qui a été votée sur le réserviste. Bien sûr. Alors, ça dit qu'il y a eu une sorte de planification. Même certains universitaires qui se rencontrent entre des réservistes, comme un Égypte. Voilà. Et moi, le ministre Mouyaya m'a dit, qu'est-ce qui vous manque, vous, d'aller récupérer une arme, d'aller combattre? Ça dit, aujourd'hui, faire l'armée n'est pas seulement un domaine réservé seulement aux militaires. Oui, en cas de guerre, quand on veut, par exemple, changer notre constitution, oui, bah, temps de guerre, mais là, on parle d'un état de siège. Quand on veut changer la constitution pour faire en sorte que l'accès à l'université soit obligatoire à une formation militaire, c'est pour en arriver là. C'est-à-dire arriver à avoir des gens qui peuvent jouer le premier rôle avant que l'armée n'intervienne. Il faudrait qu'il y ait des gardiens aujourd'hui, quand ils remarquent qu'il y a des éléments de forces négatives qui cherchent à récupérer une partie de notre terre, qui commencent par attaquer en attendant que l'armée n'intervienne. Donc, du coup, vous allez vous voir qu'il y a une sorte de planification pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce que fait le Wazalendo et cette planification. Oui. Bah, écoutez, le problème, ce n'est pas être d'accord ou ne pas être d'accord, parce que l'État a placé les objectifs à atteindre. Et l'État aujourd'hui est capable de négocier même avec les diables pour obtenir ses objectifs. Donc il n'y aura pas de crise entre civils et militaires. Bon, la crise, je pense que c'est... Et comment faire pour éviter si seulement si cela il appartient toujours à l'État de gérer. Vous avez parlé des 40 000 hommes. Moi, je sais que dans le langage militaire, quand on avance, par exemple, un chiffre comme ça publiquement, il faut s'attendre à un chiffre un peu plus élevé que ça. Oui. Donc, ça veut dire que quelque part, l'État n'est pas resté main croisée, un peu comme dit Nico ici. Oui. L'État s'est mis à réfléchir, à analyser. Vous savez, avant, quand on attaquait, on parlait des replis stratégiques. Aujourd'hui, les termes de moins en moins est utilisé. Donc aujourd'hui, l'armée a peut-être adopté... oui. Non, l'armée a adopté peut-être une nouvelle stratégie. C'est le fait, d'accord, l'État observe, mais en même temps, l'État ne peut pas croiser les bras. Et d'ailleurs, c'est la discipline appliquée par Félix Tshisekedi. Parce que le rebelle ne voulait pas, parce que les terroristes voulaient imposer leur dictat, l'État aussi a réfléchi par ses propres moyens. Et aujourd'hui, au lieu que le rebelle, le terroriste F-23 et le Rwanda pleurnichent, c'est plutôt les États-Unis qui envoient un communiqué de cesser le feu. Quelle est votre analyse par rapport à ce communiqué des États-Unis? Pendant que nous on cherchait l'implication, des pays comme les États-Unis à nos côtés, il y avait des Américains qui étaient ils ne nous ont pas écoutés, ils ont préféré aller militariser davantage le pays voisin. Pendant que nous, on cherchait un appui au niveau de la région, vous avez vu combien ils nous ont tourné les dos. Voilà que l'EAC est là. Voilà que l'EAC est là. Qui n'arrive. L'avancée des groupes de défense. L'EAC qui est là, qui n'a pas de bilan à nous présenter, il veut commencer à inventer des prétextes. Donc, du coup, l'État doit prendre toutes les dispositions. S'il faut empoisonner comme le doyen a dit, il faut le faire. Donc, vous n'allez pas poser une question, le problème à l'État. Oh non, pourquoi le Wazalendo progresse? Non. Est-ce que c'est à l'avantage ou en désavantage de l'État? Est-ce que l'État peut intervenir? Parce qu'aujourd'hui, il parle de 44 jours, je suis d'accord. Les Wazalendo ont été attaqués, mais vous avez suivi l'argument de l'armée. Que ces groupes de Wazalendo étaient infestés et qu'ils organiseraient un coup contre la ville. Voilà, le doyen a lancé même un mot pour dire, voilà, on cherche même à les diviser. Oui, une partie serait même contre nous. Donc, tout ça, ça appelle à la vigilance. Et de l'armée et de la population. Il faudrait vraiment redoubler de vigilance pendant cette période. Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas au sentiment ni à la colère.
Il Merci. faut rester lucide Merci. face à des terroristes qui se réorganisent et des fois avec le pays voisin, Et qui on pillent voit le nos richesses à l'aise de la Rwanda, RDC. mais peut-être qu'ils sont nombreux. Parce que dans l'identité des gens qu'on a tués, on a remarqué qu'il y avait même des Zambiens. Il y a une carte vraiment d'un militaire zambien qui a été brandi parmi les assaillants qu'on a foudroyés sur le terrain. Merci. Alors, Marc et Gardidiana, comment consolider cette avancée des groupes d'autodéfense et comment faire pour éviter les tracasseries, même excès des ailes, lorsqu'il y aura cohabitation entre civils et militaires, mais sous commandement des gouverneurs militaires, bien sûr. Ça serait prétentieux de ma Au nom part de qui vous pouvoir- puis en Itourie. Ça sera prétentieux de ma part de pouvoir donner des stratégies à des gens qui maîtrisent leur secteur, mais j'ai un petit point de vue à donner à ces sujets. Oui, Permets-moi de revenir, d'insister sur un élément essentiel. rapidement. D'abord, j'aimerais, avec beaucoup de précision, quand on parle de Ouazalé, il y en a combien de fractions? Plusieurs, hein? D'accord, se mettra d'accord. On ne revient pas sur le Ouazalendo qui sont entrés en collision avec l'armée. Qui ont été massacrés. Oui, massacrés, je comprends. C'est pas Ouazalendo, c'est là. C'est une église. Ça, c'était une Ce n'est pas une église de Ouazalendo. Ils se sont fait appeler C'est un Ouazalendo. terme générique que Exactement. Dis-moi. Patriotes, hein. Alors, ce sont des patriotes qui ont été Ok, massacrés. ok, vous aurez- C'est une église. Mystico. Mais si moi n'a jamais été Mouzalendo, même s'il le disait, c'est un terme générique. Un terme Mouzalendo signifie compatriote. patriote, si c'est vous voulez. tout. Un patriote. Ok, On est allez-y, d'accord. allez-y rapidement. Mais dans la conceptualisation de choses. D'ailleurs, à ce niveau-là, moi, je sais que j'ai aussi des vidéos du policier abattu par ces groupes avant d'aller au niveau de l'armée. On ferme vite cette parenthèse-là. L'État ne partage ses prérogatives avec personne. Pour éviter la jungle. S'il vous plaît. Mais peut sous-traiter certaines de ses attributions. C'est là qu'intervient la notion de réserviste et dont Edmond parle et la dynamique qu'on veut prendre. Ce n'est pas nouveau. C'est l'esprit de la légalisation du port d'armes chez les Américains. Ces systèmes d'autodéfense avant l'intervention de l'État par l'armée. On serait d'accord. Mais vous parlez ici de planification. On serait en train de planifier, mais c'est rétroactif. On agit déjà avant même que le texte et cette planification n'arrive. C'est ça le problème. On commence par la planification, logiquement, avant de poser les actions. Si les actions précèdent la planification, c'est un problème. Je ne pense pas qu'ici, il faudra attribuer à l'armée le mérite ou l'initiative de ces actions. Je ne pense pas. Mais initiative à encourager ou bien décourager? Encourager. La population de l'Est vous écoute. Je hein. vous l'ai déjà dit, si j'étais dans ce coin-là, Oui. je crois que je serais peut-être lieutenant, moi-même avec l'arme. Très bien. Ça, c'est une certitude. Oui. Je vous ai parlé ici que le système d'autodéfense, Mouzé a utilisé cette technique-là pour arriver au bout de certains rebelles. Moi qui vous parle ici, j'ai peut-être pas tué, mais j'ai participé à ces mouvements, les années 97. Moi, j'ai tué à Demassine, là où j'étais. Nous, on a participé à des mouvements, des militaires, pour aller traquer les Rwandais. Je l'ai fait dans ce contexte-là. Les Il y avait pas Les une trois disposition légale. glorieuses. Alors, Donc, en gros, on se mettrait d'accord. oui, Mais dans le pouvez-vous principe, répondre à ma question maintenant par rapport au comment pour éviter des tracasseries, même des excès des ailes également, dans des ETD? je crois que pour ça, à ces niveaux-là, intervient, pour moi, les grands prérogatives de l'État. Parce qu'il ne faudra pas oublier aujourd'hui, autant on parle de la crise des politiques dans Kinshasa, dans la partie Est, il y a une forme de crise aussi qui naît entre la population et, je dis bien certains, hommes en uniforme. Ces sentiments de nonchalance, ces sentiments de faiblesse, ces sentiments d'impuissance peut justement créer ces tensions que vous craignez. Moi, je vous comprends. Mais après, ici, je crois que dans un contexte de paix, dans le contexte de récréer un cadre de vie dans des parties autrefois sous-occupées par des rebelles, Merci. c'est tout un travail. C'est là où je vous ai dit ici qu'il y a un travail de chaîne qui doit être fait. La cohabitation ne viendra pas de manière abstraite. Ça, c'est le travail. Mais est-ce qu'on parle de cette situation maintenant? Je crois que ça va arriver. Pour l'instant, la question, c'est, je reste dans le fondamental. Merci. Ces mouvements Ouazalendo récupèrent des territoires. Quel rapport établi avec l'armée régulière? C'est à ces niveaux-là que Mais moi, l'armée dit il n'y est pour rien. Officiellement, oui. je confirme que l'armée n'y est pour rien, Oui. mais c'est une décision salutaire pour la population. Oui. L'État maintenant ne peut pas aussi rester bras croisés de peur qu'il y ait une résurgence d'insécurité dans des zones autrefois libérées par les mouvements. C'est-à-dire l'État est On doit obligé aussi de faire... dégarnir aussi hein, les positions des FARDC. Hein. Je crois que l'État... L'ennemi aussi peut contourner, oui. C'est ce que je dis, l'État a l'obligation de pouvoir
faire quelque chose dans l'idée de pouvoir consolider, rentrer dans ses prérogatives de la protection des civils et de leurs biens. Merci. Mais à cet instant ici, l'État doit aussi prendre le devant pour pouvoir, dans sa phase d'opérationnalisation, résoudre ce problème. N'est pas se laisser, parce que c'est un piège qui risque de se renfermer. Oui. Le Congolais ont l'habitude d'utiliser tout de manière politique. On vous dira, cette armée-là n'était incapable de rien faire, et puis c'est nous les civils, et puis finalement on risque de recréer une jungle comme vous le craignez. Et c'est là où je dis que maintenant là, il faut déjà des mesures d'ordre sécuritaire à ce niveau-là, mais aussi en tout cas à ces moments, stopper toute velléité des dissensions qui peuvent naître à ce niveau-là. Et ça c'est un travail collectif, c'est pas seulement un travail de l'armée, ça c'est la responsabilité de l'État. Nico Faye-Mbika, votre conclusion rapidement. La dangerosité de ce régime, nous risquerions d'éviter de mourir de la lèpre, mais on risquerait de mourir de la tuberculose. Pourquoi vous avez la haine contre ces régimes-là? Ce n'est pas la haine, ce sont le fait. Qui vous dit que le 23 est notre ennemi? Et qui vous dit aussi que le 1-23 et le Ouazalendo combattent pour nous? Qui vous dit ça? Je posais d'abord un moyen ici auquel on ne m'a pas rencontré. La requalification. D'où est-ce qu'on a tiré ça? Vous n'étiez pas le premier à le dire. Personne n'a rencontré. Évoluons. On va de faute en faute. Le M23 qui était logé ici. Mais quelle faute? Le chef de l'État a évoqué les articles de la Constitution. Le M23 qui était logé ici 14 mois. C'est le M23 qui avait été défait en 2013 qui nous fait des problèmes. Aujourd'hui, pour une tendance, vaut mieux embrasser même les Ouazalendo. Mais qui connaît les origines de Ouazalendo? Qui les finance? Pensez-vous que... On a dit que c'est un vocable, les Ouazalendo. Ça veut rien dire, ça veut dire... Bon, ces gens-là, bon, comme vous ne voulez pas... Ce sont des patriotes. Ces patriotes-là, oui. Qui les a... comme toi. Qui les a armés? Et qui va contrôler aussi les zones dans lesquelles ils ont l'autorité? Non, ils ont appelé l'État de venir occuper ces positions. Voilà. Oui. On évolue. Voilà, ils ont appelé. Là, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il encore se passer demain? Que va-t-il encore se passer demain lorsque ça va encore barder? Il faut avouer quand vous êtes limité, Nico. Je suis limité en quoi? Non, mais... Allez-y, cherchez à savoir qui allait occuper les endroits libérés. On vous a répondu. Écoutez, ta réflexion qui se limite vous savez, ensuite, je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque la rébellion de l'AFDEL avait éclaté, l'AFDEL avait un langage conciliant. Pour l'opposition malhonnête de Kinshasa, pensait que quand l'AFDEL va avancer, après avoir chassé Mobutu, il va leur donner les pouvoirs. Mais il leur a donné quelque part. Vous voyez la conception de la véritable opposition de l'époque qui était dans des combines avec Mobutu. Non, attention. Les autres acceptent d'aller mourir et vous dites que non, on va nous donner. Est-ce que c'est ça le rôle de l'État? De laisser faire? Oui. Comment le consolider à 30 secondes rapidement? Comment consolider? Oui. Non, il faudrait que les initiatives prennent au sein de l'état-major de l'armée, qu'on fasse aussi le progrès sur terrain comme le Ouazalendo le font. Pourquoi le Ouazalendo, qui se débrouille avec les moyens de bord, et l'armée qui a beaucoup de moyens, est en difficulté d'inquiéter le M23? Non, l'armée respectueuse des respectueuse, je t'ai dit, ça n'existe que dans vos têtes. Est-ce que vous pouvez aller dire à Tsal, l'armée israélienne, de ne pas agir en respectant certaines normes au moment où on a été agressé? L'agresseur ne connaît pas tout cela. L'agresseur doit d'abord rétablir l'autorité de l'État. Merci. Et le reste après. Pas de discussion. Merci. Mais aujourd'hui, cherchez à vous cacher derrière le papier, il y a de quoi poser des questions. On est à la fin de l'émission, Marc par le coup de 30 secondes de notre confrère Stanislas Boujakira de Jeune Afrique, même d'actualité.cd, vient de passer plus de 2 semaines à la prison centrale, un mois au niveau de Makala et de Moïsouba. Il revient de là. L'affaire a été repoussée au 20 octobre prochain. Arrêté un journaliste, donc c'est même enterrer l'information. Non, il ne faut pas le dire comme ça. Oui. Vous savez,
nous, journalistes, nous nous donnons un peu trop de valeur parce qu'on a le micro. Bien sûr. Mais il y a les services qui nous regardent, nous écoutent, nous lisent. Chacun est dans son pouvoir. Mais il y a la liberté. Nous sommes le 4e pouvoir, il y a d'autres pouvoirs. La liberté de presse aussi existe. Non. Allez-y, Mme Palko. Vous savez, quand on est célèbre, influent, professionnel comme Boujakera, on est aussi fiché, malheureusement. Quand on passe tous les jours dans des émissions comme ça, quand on nous arrêtera ou quand on nous interpellera, vous comprendrez qu'il y a autant de fiches qu'on note sur vous. Le service le mieux organisé au Congo, ce sont les services de sécurité. Méfiez-vous, on est tout le temps informé là-bas. Je dis à mon confrère, que j'aime bien, que je lis bien, que c'est le risque du métier. De tenir bon, de ne pas mourir en prison, ni de tomber malade en prison comme les politiciens. Là, nous aurons maintenant la différence que quand un journaliste est arrêté, il ne tombe pas malade, mais il attend sa relaxation. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai vécu pire que ça, pas en prison, mais avec les armes. Je l'encourage, mais nous tous, c'est une leçon que quand on est célèbre, influent, il faut être très prudent. Et je pense que Boujakera est en train de jouer un très grand rôle, celui de respecter le b.a.-ba du journaliste, de préserver sa source. Merci. Un autre serait fragile avec tout ce qu'il y a comme traumatisme de livrer sa source. Mais je crois que la source de Boujakera doit être heureuse d'avoir un journaliste jeune mais résistant, moralement, mais pas contre son pays, quoi. Il a donné l'information, il ne s'est pas rébellé. Merci. Alors, Edmond Zouba, vous révélez non, mais au central de Makala, les associations de défense des droits des journalistes, dont votre structure, qui demande sa rédaction pure et simple. La place du journaliste n'est pas en prison, plutôt au niveau de sa rédaction. Tout à fait, parce que nous estimons qu'à ces niveaux, Boujakera n'a rien fait. Il n'est ni l'auteur de l'article, ni l'auteur des faits pour lesquels il est poursuivi. Voilà pourquoi nous continuons à insister sur la libération sans condition de Boujakera. Pourquoi? Parce que même si Boujakera aurait publié l'information, le document, il est protégé par l'article 95 de la loi portant sur la liberté de la presse, qui stipule que le journaliste a le droit d'accéder à toutes les sources d'information, publiques comme privées, virgule, et de ne dévoiler aucune de ces sources. Point. La disposition est là. Et vous avez la même loi en son article 104 qui oblige, en fait, toute personne lésée, morale ou physique, d'introduire, comment dire, la rectification de l'information ou un droit de réponse. Droit de réponse, bien sûr, de 48 heures, je crois. Donc, le magistrat ne peut arrêter les journalistes qu'en cas de mauvaise foi. Si, par exemple, le droit de réponse a été introduit et que le journaliste a refusé de publier ce droit de réponse. Merci. Alors, avec ces deux articles, même si Boujakera avait publié l'information, est-ce qu'il méritait rester en prison? Le tribunal parle aujourd'hui des fausseurs. Donc aujourd'hui, oui, bah justement, ils disent, ils poursuivent, le tribunal ou la justice ou l'État congolais doit nous prouver en quoi est-ce que Boujakera est faussaire par rapport à un document qui s'est trouvé pratiquement dans toutes les rédactions. Dans toutes les rédactions, il y avait ces documents. Et de différentes formes. Il y a des documents, le même document, pris dans un autre sens. Donc, on ne peut pas officiellement dire que voilà, le document a été fabriqué par Boujakera. C'est un montage odieux et c'est une parodie de justice. Alors nous allons continuer les actions. Je crois que la semaine prochaine, nous allons faire signer un document, la lettre ouverte, qui sera déposée au cabinet du président de la République pour rappeler à Félix Tshisekedi l'histoire de son père, l'histoire politique de l'UDPS, son parti qu'il a apporté aujourd'hui au pouvoir, sa propre histoire politique.
comment son père a vécu des relégations en relégation, comment l'UDPS a soutenu la liberté de la presse. Merci. Et lui-même, lui rappelait aussi qu'en prêtant serment, il nous a garanti qu'il y aura une liberté de la presse. Il nous a encore garanti, à la clôture des États généraux de la presse, que la dépénalisation de la presse, la décriminalisation des délits de presse est un acquis. Et aujourd'hui, nous vivons le contraire. Donc, c'est une précision des tailles que je devrais faire. La prochaine audience sera envoyée pour le 20 octobre. Nous comptons sur la solidarité. La solidarité, ce n'est pas seulement faire des émissions, c'est venir aussi couvrir l'audience. Oui. Le petit nombre que nous représentons, ça ne représente rien face à la pression que nous devons mener. Et puis, Boujakera, c'est vraiment la crème professionnelle qu'on avait. Merci. Donc ça dit, qu'on a, parce qu'il est encore là. Oui, bien Alors, sûr. si on fait comme ça à Boujakera, ça veut dire pour nous les autres, ça va se passer comment? Donc on doit protéger notre confrère, on doit protéger notre profession. Merci. Quelles que soient nos divergences, nous devons venir le 20 soutenir notre confrère. Malheureusement, on est à la fin de l'émission. Nico Faye dans 20 secondes sur Stanislas Boujakera. Oui, donc je vais repartir. Rapidement, il y a la notion des réservistes. Non, on est arrivé plus ça, on est à la fin de l'émission, s'il te plaît. À la fin. Non, s'il te plaît, on est à la fin de l'émission. Stanislas Boujakera, rapidement. Bon, je suis aujourd'hui, Edmond comprend qu'on est dans un régime totalitaire. Je suis content qu'il ait évoqué une loi qu'on doit appliquer, mais qui n'est pas appliquée. Si c'était pour un autre dossier, il aurait pris part pour ce dossier. Mais comme maintenant, il ne sait pas défendre, et voilà aujourd'hui, il évoque la disposition constitutionnelle. Quand on évoque la disposition de la loi organisant la presse, oui, moi ça ne m'étonne pas. Il y a eu combien d'arrestations arbitraires politiques? Nous sommes dans une république des humains. Est-ce que ce régime connaît à la culture des textes? Mais vous évoquez les dispositions. Il faut les appliquer vis-à-vis des gens qui sont disposés à comprendre. Merci, on est à la fin. Mais vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas d'abord que les textes existent. Merci. Est-ce que les premiers ont été arrêtés arbitrairement? Peter Tchani dernièrement, on a empêché de voyager. Tu peux me donner la raison qui autorise une équipe d'individus à interdire à un Congolais de voyager? Et non seulement il va au-delà des frontières, il va dans une autre province. Mais on l'empêche, il retourne à la maison. Merci. Alors, Marguerite Diana, Ben, je crois qu'en quelques secondes... Stani Boujakera, sa place et sa rédaction, pas au niveau de Makala. Je vais essayer de me départir de quelques affinités que j'ai avec Stani parce que c'est un garçon que moi j'ai rencontré dans la rédaction d'RTL. Est-ce qu'il n'a pas été piégé? Être piégé, je ne sais pas entrer dans cette dynamique-là. Je suis de ceux qui disent toujours ne pas qualifier les faits avant l'acte. Je crois que Edmond est suffisamment là pour représenter la presse, suivre le dossier de près. Tout ce que nous on va faire, on va suivre le dossier de près, c'est mobiliser pour que finalement justice soit faite. Et je crois qu'en dehors de ça, on ne peut pas faire d'autres commentaires et je ne me permettrai pas de faire de ramifications ou de raccordements frauduleux ici. On compatit à ce qui arrive à Stani et tout ce que nous on souhaite. Tout ce qu'on peut rappeler au chef de l'État, c'est ses promesses parce que sortir, il a évoqué les États généraux de la presse, il a fait une promesse qu'il doit tenir. Merci. On a la fin de l'émission du J-Presse qui recevait Magloire Paloukou de Kivouran et de mon Izuba d'opinion-info.cd, également Magadi Diana de l'FT et Nikofa Yumbika de combattants.net. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45, samedi à 9h40 et 16h45 et dimanche sur la radio digitale Congo FM sur la 6.5 et à Béni, sur la radio télé Graben Béni. Nous disons merci beaucoup à notre confrère Nikes Kibelbel du journal Les Coulisses qui nous a toujours préparé cette émission. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.